Georges, pourquoi préparez-vous une valise? Mon jumeau maléfique arrive et il est capable du pire, alors je me casse. Et l'émission, Georges? Je finis et je me barre. Salut les gameuses et les gamers, et bienvenue dans le fond de l'affaire. Cette semaine, tous les secrets encapuchonnés de Assassin's Creed. Assassin's Creed, donc, série débutée le 13 novembre 2007. Une fois Prince of Persia les Sables du Temps finis, en 2003, Patrick Décidet, son directeur, fut placé sur sa suite. Cela devait s'inspirer de la vie d'Hassan Issaba, créateur du fameux groupe d'assassins les Assassins, ou Nizarites, et s'appelait Prince of Persia Assassins. Rapidement, Décidet décida que le prince de Perse n'était pas assez intéressant, et il devint un personnage contrôlé par le jeu, le joueur contrôlant un assassin censé le sauver. Mais Ubisoft ne voulait pas que la licence Prince of Persia contienne un jeu dont le prince de Perse n'est pas le héros principal. Du coup, le prince de Perse fut retiré du jeu, et cela devint une nouvelle licence. Cette influence se ressent encore dans l'épisode DS, où il y a un léger côté fantasy et beaucoup de plateformes. L'univers du jeu s'inspire du roman Alamut de Vladimir Bartol, qui conte l'histoire d'Hassan Issaba et du clan des Assassins en se basant sur la légende de la forteresse Alamut. D'ailleurs, Hassan machin chose, là, il est surnommé le vieux de la montagne. Rigolo, non? Non. Une des principales inspirations pour le directeur artistique du jeu, Raphaël Lacoste, sont les lithographies des recueils La Terre Sainte et La Syrie de David Roberts. Qui date des années 1800. Afin que le jeu soit le plus historiquement crédible, l'équipe a fait appel à 2 historiens. D'ailleurs, la plupart des personnages du jeu ont réellement existé et les lieux et dates de leur mort sont respectés. C'est le cas dans tous les épisodes, du moins jusqu'au 4ème. Au tout début du développement, les tests furent effectués sur le Jade Engine, moteur graphique créé pour Beyond Good and Evil. Le moteur du jeu, Scimitar, fut développé ensuite spécialement pour la Xbox 360 et la PlayStation 3. Il devait d'ailleurs y avoir une version PlayStation 2 et Xbox du jeu, très différente. Mais elle fut abandonnée, sans explication. Le jeu devait contenir un mode coopératif dans lequel le second joueur pouvait entrer et sortir de la partie à tout moment. Malheureusement, le scénario avec Desmond, le héros à l'époque moderne, et l'Animus ne collaient pas. Et cela posait aussi quelques problèmes techniques. Ah, les problèmes techniques, ça doit souvent ennuyer les développeurs, ça. D'ailleurs, ils se sont amusés à cacher l'avant de la forme de camion d'Optimus Prime dans les décors de la ville. Peut-être que s'ils passaient moins de temps à cacher des robots de pacotille partout, ils auraient moins de problèmes techniques. Il devait y avoir une trilogie de livres reprenant l'univers de la série, mais le premier roman, intitulé L'Iman Invisible, fut annulé. La raison? Eh bien, des descendants du premier assassin, Hassan machin truc, le vieux de la montagne là, sont venus dans les studios d'Ubisoft lors des recherches de l'histoire. Cette visite entraîna beaucoup de changements dans le roman et l'éditeur finit même par retirer toute référence religieuse. Enfin, des avis d'experts historiques furent demandés. Mais à ce moment-là, Ubisoft avait perdu patience et annula le projet. Ce premier épisode a été ajouté dans le livre de l'auteur, Stephen Barnes, Assassin et autres histoires. Le doubleur d'Altaïr, le héros du premier épisode, est d'origine iranienne. Son nom, Shabazz, est le même qu'un aigle mythologique. Ce qui est d'ailleurs amusant quand on sait que l'aigle est un des symboles du jeu. D'ailleurs, Altaïr aurait dû avoir un accent arabe dans la VO, mais il en fut décidé autrement. En effet, le directeur des voix trouvait le timbre naturel de Shabazz parfait. Du coup, il a un accent américain. Cela a été corrigé dans l'épisode Revelations. Il y a un total de 4 voix différentes en VO selon les épisodes et spin-offs sur console portable. Enfin, ça joue surtout sur les intonations et les accents. C'est important pour les personnages, ça, les accents. Le prénom du héros, Altaïr, signifie celui qui vole en arabe. De plus, il est nommé d'après une étoile du même nom, faisant partie de la constellation de l'Aigle. Son nom, Ibn Layahad, signifie quant à lui fils de personne, ce qui met l'accent sur ses origines inconnues, même si les développeurs ont révélé que son père était musulman et sa mère chrétienne. Un musultien, ou un crément, quoi. C'est bon, ça d'ailleurs, le crément. Lucy Stillman est doublée dans la VO par Kristen Bell, l'actrice principale de Veronica Mars. Le personnage est d'ailleurs modelé à partir du visage de l'actrice. Altaïr devait pouvoir utiliser une arbalète, mais après des tests, il s'est avéré que les joueurs n'utilisaient plus que cette arme, abandonnant le combat au corps à corps. Ubisoft décida alors de supprimer l'arbalète afin d'augmenter la difficulté du jeu. On peut d'ailleurs voir cette arme dans la vidéo du menu principal. Elle a été remplacée par des couteaux de lancer. Des pelles de lancer, ça pourrait être pas mal ça, tiens.
L'outil utilisé pour visiter la mémoire génétique, l'animus, a été nommé d'après la théorie de l'inconscient collectif de Carl Jung. L'animus est en effet la partie masculine de la femme. De plus, quelques-unes des femmes du jeu ont été nommées d'après les niveaux de l'anima, la part féminine de l'homme. Ouais, enfin il y en a qui en ont une plus grande part que d'autres, hein. Dans le premier épisode, on ne peut pas nager. Cela est justifié dans le manuel du jeu où, dans la partie dédiée à la natation, il est inscrit qu'il faut qu'un bug de l'animus soit corrigé. Altaïr, comme ses confrères assassins, a l'annulaire gauche amputé. Ceci pour permettre à sa lame secrète de sortir sans le blesser. C'est aussi un rite de dévouement à son maître. Rien n'est vrai et tout est permis, citation utilisée régulièrement dans le jeu, est souvent attribuée à Hassan Issaba, encore lui. Enfin, ça lui est attribué surtout par Nietzsche. Hein. On quitte Altaïr pour retrouver Ezio dans Assassin's Creed 2. Lorsque l'équipe commença le développement du second épisode, l'accent fut mis sur la principale critique faite au premier, la répétitivité du jeu. D'ailleurs, l'équipe de développement a triplé de volume pour Assassin's Creed 2. Ils hésitèrent entre 9 lieux et époques différentes, puis, après plusieurs mois de recherche, ils choisirent la Renaissance afin de se détacher de l'obscurantisme du Moyen-Âge vu dans le premier épisode. L'Italie fut choisie, quant à elle, pour sa forte influence durant la Renaissance, et Venise était parfaite pour introduire les mécanismes de natation. L'apparition de Léonard de Vinci était aussi un plus. Une partie de l'équipe fut même envoyée en Italie pour coller le plus possible à la réalité. Ils y prirent d'ailleurs des photos qui servirent pour la modélisation 3D ou furent utilisées comme textures dans le jeu. Le cycle jour-nuit de cet épisode aurait dû être ajouté dès le premier opus, mais les développeurs n'étaient pas certains de son intérêt, alors ils le supprimèrent. Le personnage a failli avoir 3 lames secrètes, comme le montrent des artworks. D'ailleurs, selon Patrick Desilets, s'il a 2 lames, c'est simplement pour faire écho aux 2 du titre du jeu. Le prénom du personnage, Ezio, signifie aigle, ce qui fait, encore une fois, référence à l'animal fétiche de la série. Les animations du personnage sont d'ailleurs très travaillées. Avant de porter l'habit d'assassin, le héros se déplace avec un modèle d'animation proche de celui de Desmond, avant de passer à un modèle proche de celui d'Altaïr, une fois l'habit porté. Détail triste, dans le DLC Le Bûcher des Vanités, après avoir rencontré Niccolo, si vous utilisez la vision de l'aigle dans le Palazzo Auditore, vous pourrez voir des fantômes représentant la famille d'Ezio. C'est vrai que c'est étrange de voir des fantômes. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Tiens, je sais pas pourquoi, j'ai envie de parler de tentacules. Dans un des donjons du jeu, si vous activez un levier et plongez votre regard dans l'eau pendant 30 secondes, vous pourrez voir un énorme poulpe passer. Si vous activez une seconde fois le levier, il lèvera une tentacule. Dans le jeu, une mission vous demande d'aller livrer une lettre à un fermier. Si vous lisez cette lettre, vous apprendrez que le fermier en question est accusé d'avoir agressé ses voisins à l'épée. Ceci dit, il est aussi accusé d'avoir commis des crimes envers Dieu et la nature. Ouais, cela ajoute même, si vous n'êtes pas conscient des charges retenues contre vous, lisez Léviticus 18-23. Ce verset de la Bible concerne les relations sexuelles avec des animaux. Classe! Sale, pardon. Sean Hastings, l'un des nouveaux personnages de cet épisode, est doublé par Danny Wallace, un comique américain qui est l'auteur du livre dont est adapté le film Yes Man. D'ailleurs, c'est inspiré de sa vie personnelle. Détail rigolo, le directeur créatif de la série considère que les 3 époques et lieux les plus demandés sont les pires que la série pourrait faire. Ces 3 époques et lieux sont la Seconde Guerre mondiale et ses nazis, le Japon féodal et ses samouraïs, et l'ancienne Égypte et ses momies. Alors maintenant, parlons d'Assassin's Creed 2 Brotherhood. Alors, c'est bon maintenant, faut que je me barre, pas envie qu'il me retrouve. Bon, eh bien c'est fini, restez branchés tout le tintouin. Allez, salut!
tu as bouffé, Urge? Ah, je te